Donc, on poursuit au niveau du webinaire sur le tableau 3 des données PMSI. Euh, donc, la rubrique 2 données PMSI commence par un premier tableau 3 sur les données PMSI en elles-mêmes. Ce pas des données que vous allez pouvoir modifier puisque vous allez utiliser en principe la dernière validation de 2023, le M12 validé, pour, qui va être prise en compte pour la génération des différents coûts au séjour. Donc ici, vous avez finalement le bilan au groupage de votre PMSI M12 de 2023 en l'occurrence, et vous allez avoir notamment euh, éventuellement des erreurs bloquantes ou non bloquantes avec un certain nombre d'explications à fournir. Le groupage avec erreur bloquante doit être inférieur à 1%. Hein. Il n'y a pas de TOSI pour les erreurs non bloquantes, puisque pour un certain nombre d'entre elles, ce sont plus des alertes, des confirmations de codage, et qui peuvent être relativement fréquentes, puisque vous voyez que le taux moyen sur l'échantillon N-1, il peut être, vous aurez le chiffre actualisé, mais l'année dernière, il était par exemple de 11%, donc on peut avoir un taux d'erreur non bloquante important sans que ça remette en cause la qualité de votre PMSI. C'est juste des atypiques qu'on va aller rechercher, on va avoir le détail et on va pouvoir avec vous expliciter si ces atypies sont justifiées et la raison de ces atypies. Donc vous avez la fréquence des atypies relevées par Paprika avec le type de contrôle et la fréquence de ces contrôles dans le total de vos atypies. Donc par exemple, dans cet exemple, je remarque que 67% des atypies proviennent d'un contrôle de recueil. La nature de séjour est non renseignée dans la première séquence du séjour. Donc là, en l'occurrence, c'est une atypie qui n'a pas d'impact sur le NC, donc elle a effectivement eu une correction probablement apportée pour l'année d'après, mais elle n'a pas d'impact sur l'exploitation de l'ENC. Je vois que la deuxième atypie la plus importante, qui est une atypie qui est extrêmement fréquente, c'est une association d'un mode de prise en charge principal et associé qui est inhabituel. Donc on peut considérer que c'est plutôt ce qu'on va appeler une confirmation de codage, et c'est quelque chose qui est fréquent comme atypie, même si le contrôle même s'appelle association inhabituelle. Parmi les atypies qui ressortent, c'est une des atypies qui ressort le plus souvent, tout comme par exemple un ICA inférieur à un seuil minimal. Donc là, c'est également des éléments d'atypie qu'il va falloir justifier. Votre médecin dit, ou votre équipe PMSI pourra vous apporter les explications et soit prendre des mesures pour que l'année suivante, ces éléments d'atypie évoluent, si c'est des choses qui peuvent être corrigées, hein, comme des formats de la CIM10 ou la nature de séjour. Donc il y a des éléments effectivement qui nécessitent ultérieurement, en tout cas pour la campagne suivante, d'améliorer ces anomalies. Par ailleurs, il y a d'autres atypies qui sont vraiment des confirmations de codage qui vont persister à l'avenir et dont on pourra voir si elles ont évolué d'une année sur l'autre pour voir si on est toujours dans le même volume d'atypies que les années précédentes. Ensuite, on a la notion d'exhaustivité de l'activité. Ici, ce que l'on cherche à avoir, c'est le nombre de journées, bon, on peut avoir aussi le nombre de sous-séquences, de séjours, etc. Mais on va dire que le premier axe, c'est de voir le nombre de journées. Et l'objectif est de se dire, est-ce que entre n et n-1, est-ce que ce nombre de journées est représentatif de votre activité? Donc l'évolution que l'on va avoir sur ce tableau va vous permettre de dire, oui, effectivement, on a une activité qui est en hausse. Vous avez aussi des indicateurs qui vous permettent de juger si ce nombre de journées qui est affiché dans ce tableau correspond à votre activité réelle de l'année 2023. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez faire ce comparatif. Les superviseurs, quand ils vont voir ce tableau, s'il y a une évolution très brutale dans un sens ou dans un autre, ils vont vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un développement? Est-ce qu'il y a eu une activité qui a beaucoup baissé? Auquel cas, quelle en est la raison? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier entre ces deux années? Est-ce que vous allez... donc ça, c'est un des points euh, qui va permettre de juger un peu de l'évolution de l'activité, ainsi que le nombre moyen de jours
par séjour, la durée moyenne de séjour, on va dire, qui permet aussi de voir un petit peu comment évoluer les prises en charge en fonction de l'évolution de votre activité. Ça permet de comprendre euh, l'évolution de l'activité de l'établissement d'une année sur l'autre. On a ensuite un focus spécifique sur les journées en EHPAD. L'objectif étant de comprendre quel est le taux de prise en charge en EHPAD. Et en particulier parce qu'on avait repéré que sur un certain nombre d'établissements, les séjours sans charge au domicile correspondaient à des séjours majoritairement en EHPAD. Donc ici, on va être capable de voir que sur ce tableau-là, sur 3201 séjours entiers, j'en ai 218 qui n'ont pas de charge au domicile. Et sur ces 218, j'en ai 120 qui sont des séjours sans charge au domicile pour des patients pris en EHPAD. Là, on voit qu'effectivement, ils correspondent à une grosse partie des séjours sans charge au domicile. Sachant que des séjours en EHPAD, il y en a eu 448, donc ça représente 14% du total des séjours. Euh, et on voit que pour les séjours pris en charge en EHPAD, là, on est à 27% des séjours qui n'ont pas de charge au domicile. Donc, ça nous permet d'orienter et d'expliciter des contrôles, ou en tout cas de voir comment après l'établissement va pouvoir améliorer ou expliciter pourquoi il n'y a pas de charge au domicile sur ces prises en charge EHPAD, par exemple. On arrive ensuite sur les résultats au valide. Donc ça, au valide, c'est ce qui permet à votre équipe PMSI d'avoir en tout cas un certain nombre de retours sur les données PMSI qu'ils déposent. Donc sur le dépôt de l'année entière 2023, ils ont un tableau qui va donner les scores qualité au valide, qui est représenté ici. Donc ça, c'est le tableau qui ressort aussi en fin d'année, lorsque le dépôt de fin d'année est réalisé par votre équipe PMSI. On va avoir ici un total du score qualité, un score 1Q qualité. Donc là, le montant qu'on voit, on parle vraiment de fréquence des atypies. Donc là, il s'agit de dire que 30% des séjours de l'établissement, donc de votre établissement, ont une atypie. Et ces 30% se répartissent en fait, c'est le total de l'ensemble des lignes qu'on a en dessous. Donc, on va avoir 24% qui sont des atypies liées à la fonction de groupage, 2% au diagnostic, 1% aux accès CRM, 2,3% à l'indice de Karnofsky. Et en phase, vous allez avoir ici le pourcentage moyen euh, pour l'ensemble de l'échantillon ENCHAD. Donc là, on voit qu'en l'occurrence, on a 30% de séjours en atypie dans votre établissement, cet établissement spécimen, par rapport à 27% dans l'échantillon. Donc il a un peu plus d'atypie que la moyenne de l'échantillon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un score d'atypie et non pas un score de qualité du codage, c'est-à-dire qu'on peut avoir un score d'atypie très élevé s'il est bien justifié. Ça ne veut pas du tout dire que le codage n'est pas de qualité. La seule chose, c'est que nous, on aura besoin dans le rapport de supervision, et donc on aura besoin de votre part, d'explications sur justement les contrôles qui ont mené à ces atypies. Et là, on revient sur finalement le tableau qu'on a vu tout à l'heure, puisque on va revenir sur l'explication de ces atypies, à savoir l'association par exemple MPP, MPA inhabituelle. Donc vous voyez ici le type de contrôle groupage correspond à ici le score de la fonction de groupage. On a vu précédemment quelles étaient les atypies liées à cette fonction de groupage, et donc ça nous permet de reboucler, de donner notre avis sur ce score qualité, l'évolution d'une année sur l'autre, la comparaison à l'échantillon. Mais là encore, si on a toutes les justifications, les explications de ces atypies, ça ne préjuge pas d'une qualité du PMSI. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce qui est contenu dans chacune de ces lignes en termes de contrôle au valide, vous avez les liens ici vers les guides de lecture au valide pour les établissements OQN ou ex-DGF. Donc effectivement, ce score, il s'améliore en diminuant. Donc parfois, on a l'impression qu'il faut avoir 100, non 100. Ça voudrait dire que 100% de vos séjours sont en atypie. Bon, là, ce serait particulièrement
inhabituel. Là, en l'occurrence, plus votre pourcentage, donc votre score est faible, et plus finalement, moins vous avez d'atypie, donc plus potentiellement vous avez une amélioration de vos données. Mais là encore, c'est à prendre avec précaution la notion de qualité du codage par rapport à ces scores-là. Si c'est bon, on va passer ensuite au recueil 3 des recueils au séjour. Pas de questions, on commence sur ces recueils au séjour. Là, ce que l'on va regarder, euh, c'est un certain nombre de charges et d'intervenants avec le recueil au séjour. Donc, on va voir ces différents tableaux de contrôle. Donc, on a le suivi au domicile du matériel de location ou du matériel acheté ou en crédit bail. Et ce que l'on va essayer d'analyser, c'est les dates qui ont été fournies, puisque l'objectif, c'est que on ait bien la capacité d'affecter ces charges de matériel sur une période bien précise du séjour du patient, puisque le patient va avoir différentes séquences avec différents GHPC, donc on a besoin d'affecter sur le bon GHPC les charges de cette période-là. C'est pour ça que d'où l'importance réellement des dates. Et donc ensuite, on va regarder un certain nombre euh, d'indicateurs pour finalement contrôler est-ce que le fichier Aramis des charges suivies au domicile euh, nous semble pertinent et exhaustif. C'est vraiment ça la question à laquelle on essaye de répondre. Donc le premier tableau, le 5.1, c'est les dates. Donc la question, c'est est-ce qu'on a des dates présentes de début et de fin de location pour ces matériels sur les séjours en question. Et on voit qu'effectivement, sur toutes les lignes Aramis qui ont été transmises, on a des dates dans cet exemple-là. Donc, si on n'a pas de date, finalement, le coût de la location va être lissé sur tout le séjour. Alors, si c'est un séjour court, bon, ça peut peser moins de soucis. Si le séjour est très long, finalement, on va lisser un matériel qui est peut-être utile que sur une séquence de traitement particulière. Sur l'ensemble du séjour, on va un peu diluer la qualité du recueil de coûts au GHPC. Donc l'objectif, c'est d'être le plus possible à 100% au niveau des dates sur les lignes Aramis de matériel médical en location ou acheté. Ensuite, la deuxième analyse, toujours sur ce même type de, de dépenses, c'est de voir le montant total des lignes Aramis. Donc, quel est le montant total que l'on a affecté au séjour pour les différents types de matériel médical en question. Donc là, on voit par exemple sur le matériel médical hors liste traceur qu'il y a eu 346 000 euros euh, au total de lignes Aramis de ce type de matériel loué. Le minimum, on a en montant total, c'est 0,5 euros. Le maximum, c'est 550 euros. La moyenne, 23,5 et la médiane, 21,5. Donc ça, c'est le montant moyen, le montant euh, total des lignes Aramis qui sont recensées dans le fichier Aramis. Donc la question qu'on va se poser, là, on l'a en total et il nous semble que le plus pertinent, ça va être surtout de regarder rapporté au nombre de jours, puisque c'est ce qui va nous donner une idée un petit peu plus précise de, de l'exhaustivité et de la réalité de ce qui a été affecté. Donc le montant en jour, c'est le tableau d'après, c'est 5,3, mais on a les deux. On a le montant total par ligne Aramis et on a le montant moyen rapporté au nombre de jours d'utilisation. Donc ça nous donne finalement, rapporté au nombre de jours d'utilisation, quel est le coût du matériel de location pour ces séjours. Là, donc, ce qui doit nous alerter, c'est si on a un coût, un minimum qui serait à zéro. Bon, ça voudrait dire qu'on aurait
créer des lignes Aramis pour des montants à zéro, ce qui paraît effectivement une atypie. On peut avoir des montants très faibles puisqu'il y a certains éléments de location qui ont un montant unitaire assez faible divisé par un nombre de journées, ça peut revenir effectivement à un montant relativement faible. Et si le montant est vraiment très élevé, eh bien là encore, il faudra le justifier. Donc ça permet d'aller chercher, que ce soit ici en moyenne ou en montant unitaire, des exemples pour comprendre qu'est-ce qui a été le matériel médical loué qui a eu un coût de 550 euros au global, ou alors un coût moyen de 82 euros. Donc, et si ces montants sont encore plus élevés, effectivement, on voudra s'attacher à contrôler que ces montants semblent cohérents. Donc on va aller chercher les extrêmes hauts et bas pour comprendre pour juger de la réalité de ces données Aramis. Donc effectivement, on est dans un contrôle de ce qui a été complété dans Aramis avec un tableau de contrôle assez simpliste, hein, mais qui permet de repérer d'éventuelles erreurs de saisie euh, qui, euh, qui pourrait, euh, qui aurait pu apparaître, pardon. Ensuite, nous allons donc voir le tableau 7 des charges suivies au domicile du patient. Euh, Là, ça va être d'autres types de charges, comme les consommables médicaux, les spécialités pharmaceutiques et la sous-traitance. Donc, les charges suivies au domicile du patient. Donc là, dans ce premier tableau, on va avoir quelque chose de similaire à ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire répartition on va l'avoir en nombre de jours couverts par la séquence ou par la livraison ou la dotation. Donc là, on va avoir quelque chose d'exactement similaire à ce qu'on vient de voir sur le matériel en location, qui existe aussi sur les matériels achetés ou en crédit bail, hein. On n'a pas reporté ce même montant de la même façon. Mais on va aussi s'attacher à comprendre des minimums qui seraient à zéro pile, hein. Alors parfois, il faut aller regarder les décimales puisque divisé par le nombre de jours couverts par la séquence, on peut être, euh, on peut être sur quelque chose d'assez, enfin, de très faible qui est tout à fait justifié, hein. Donc, vous pouvez avoir une spécialité pharmaceutique hors liste traceur. Souvent, c'est ceux-là qui ont les coûts les plus faibles, hein, divisé, qui va être réparti sur une durée assez longue et qui va donc représenter un montant par jour couvert par la livraison et la dotation qui est assez faible. Et puis, on va aussi regarder le maximum, à la colonne de maximum, pour se renseigner sur le type de produit, le type de consommable ou de spécialité pharmaceutique euh, qui, euh, qui a été, qui est à l'origine de ce coût extrêmement haut, par exemple. Euh, on arrive ensuite sur un autre tableau de détail, hein, bon, qui, lui, doit nous expliquer quel est le nombre de jours couverts par la livraison que vous avez renseigné, puisque vous allez renseigner, par exemple, des consommables médicaux, un certain montant sur la ligne Aramis, et vous allez dire, voilà, ça correspond à une livraison de 7 jours. Donc là, en l'occurrence, on a la répartition par nombre de jours couverts par les livraisons. Là, ici, on a eu que des livraisons de 7 jours, par exemple, sur l'ensemble des consommables hors liste traceur. Donc ça reflète peut-être tout à fait l'organisation de l'établissement, mais la question qu'on va vouloir voir avec vous, c'est finalement quel est le nombre de jours couverts, renseignés par l'établissement, et si c'est cohérent avec son fonctionnement. Est-ce qu'il a que des livraisons, à chaque fois il livre pour 7 jours, et qu'il y a peut-être toujours un stock tampon, enfin, est-ce qu'il y a des livraisons d'urgence ou de dépannage, voilà, donc c'est ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu la façon dont fonctionne la logistique de livraison de ces charges-là. Donc ensuite on arrive, là on a vu tous les tableaux 7 sur
sur les charges au domicile. Maintenant, on arrive sur les intervenants au domicile. Alors, je voulais savoir déjà sur cette partie-là, sur ces tableaux 7, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est bon? Je reviens, j'attends de voir si vous avez des questions. À ce stade, ça a l'air d'être bon. Donc, on passe au tableau 8. Suivi des intervenants au domicile du patient, intervenant avec un suivi en minutes. Donc là, on a plusieurs types de contrôles. Donc là, on part du principe que ces contrôles sont à effectuer lorsque vous avez déjà des taux de suivi qu'on a vu auparavant qui sont satisfaisants. Hein, donc le fameux TDC 2.5 dont on parle en dessous. Puisque si votre taux de suivi est déjà passe pas les contrôles qualité, eh bien vous allez avoir ici des données qui sont pas vraiment analysables. On va avoir des exemples. Ici, qu'est-ce que l'on regarde? On va prendre l'exemple par exemple des aides-soignants salariés. Leur montant total de masse salariale des aides-soignants salariés, 3 452 600. On a eu 141 998 passages. Et donc, on a un coût au passage de ces intervenants suivis en minutes qui est de 24 euros par passage. On voit que le coût par passage l'année d'avant était de 17,5. Et donc, on a une évaluation, on a un coût par passage qui augmente de 39%. Euh, donc l'évolution en elle-même est un point à regarder et à expliciter. Et ensuite, vous avez la comparaison à l'échantillon. Sur l'échantillon de l'année de la campagne N-1, le coût par passage des aides-soignants salariés est de 18,70. Et donc, cette année, pour vous, il est de 24. Donc, vous avez un écart de 30% par rapport à l'échantillon. Alors, bien sûr qu'on peut tout à fait avoir des écarts par rapport à l'échantillon. Euh, il va falloir effectivement, lorsque l'écart par rapport à l'échantillon s'écarte est de plus de 50%, eh bien c'est là qu'on considère qu'il y a une atypie qui mérite réellement d'être creusée, explicitée. Donc là, par exemple, on voit sur le diététicien, on a 52% d'écart. Lorsqu'on repère une atypie, soit par rapport au pourcentage d'évolution ou par rapport à l'échantillon de l'année précédente, on va tout de suite aller regarder le montant en question, le montant et le nombre de passages. Bon, là, il y a un nombre de passages, par exemple, là, sur la diététicienne ou le diététicien, on est à 47 000 euros, 1376 passages. C'est à la fois un montant et un nombre de passages qui est relativement faible par rapport au total et qui peut, voilà, être particulièrement, avoir des particularités qui peuvent s'expliciter. Et peut-être que d'une année sur l'autre, donc ça mérite aussi d'aller regarder euh, le nombre de passages de l'année d'avant et le montant arcane. Si on a eu en valeur totale de montant arcane ou de passage une évolution particulièrement forte, eh bien ça peut expliquer une variation sur ce coup-là. Ou tout simplement si la personne qui n'était pas la même, si vous n'aviez qu'une personne et que la personne qui a été recrutée a un salaire un peu plus important, voilà, vous pouvez avoir plein de raisons. Vous pouvez avoir moins de passages parce que les passages ont été plus longs. Donc il va falloir expliciter la raison pour laquelle le passage a eu une évolution. Donc soit de plus de 30% par rapport à l'année d'avant, soit de plus de 50% par rapport à l'échantillon. Donc ça, c'est ceux qui vont être surlignés en jaune. Euh, donc vous aurez à vérifier le nombre de passages parce qu'effectivement on revient au tableau de contrôle des taux de suivi le 2.5 dont je vous parlais puisque si ce taux de passage n'est pas cohérent, eh bien vous allez ici avoir des coûts par passage très élevés. Si vous manque des passages, que vous n'avez pas bien recensé le temps passé de l'intervenant, eh bien mécaniquement on va avoir un ratio qui va être particulièrement important. Alors, je crois qu'il y a eu une question, mais je n'ai pas vu la question.
c'est quelqu'un qui disait bonjour. Alors, c'est Ah, Monsieur ok. Etienne, mais je ne sais pas s'il avait une question. Il est peut-être en train de l'écrire. Mais je la vois pas. Je la vois pas Donc, encore. Je vous dirai si oui, on a oui, une maintenant question j'ai complète. la petite. Ah, Après, on peut vous ouvrir le micro s'il y a besoin. Ensuite, là, on est sur le coût par passage. L'autre chose qu'il va falloir regarder, nous, on aime bien regarder surtout le coût horaire, qui va être le tableau d'après. Parce qu'effectivement, le coût par passage, vous avez un élément, bien sûr, qui correspond finalement le temps de passage. Si votre temps de passage moyen a fortement augmenté ou baissé, ça va impacter votre coût par passage. Donc, c'est vrai que c'est un élément qui peut être, qui peut, qui peut jouer, d'où l'intérêt d'analyser le tableau d'après, le 8.2. Alors, je vois qu'il y a une question. Pour nous qui réalisons un classeur fusionné, est-ce qu'il faut qu'on termine dans Arcane la ventilation de toutes les charges, y compris celles concernant le MCO, avant de transmettre les données ENC? Il me semble que oui, parce que vous allez avoir, enfin, en tout cas, il y a vous allez avoir des sections d'analyse, des SAMT, des LGG qui vont être partagées. Donc, en mm. principe, vous devez Oui, oui, parjurer. oui, je confirme. Voilà, vous devez tout terminer avant de transmettre, sinon il y aura des incohérences en fait. C'est sûr. Nous, dans les tableaux de contrôle, Mm. on va voir s'il y a d'autres champs que l'HAD. Donc, quand on parle de classeur fusionné, lorsque vous effectivement utilisez le même classeur pour le RTC et le NC, euh, nous, on ne va pas analyser en détail les sections spécifiques de l'autre champ, en l'occurrence par exemple le Mhm. MCO, mais on va malgré tout regarder les tableaux de contrôle généraux et s'il y a des atypies importantes sur le MCO qui pourraient avoir un impact, on posera des questions et en particulier tout ce qui est sections auxiliaires qui vont se déverser ensuite sur les différentes les, les, enfin, notamment tout ce qui est LGG, logistique médicale, aura un œil dessus particulier, puisque bien sûr, ça va à la fin, dans le coût complet du séjour, avoir un impact. Donc il faut que vous ayez complété l'ensemble des données, même si vous, enfin, il faut en tout cas, on ait toutes les ventilations, que les ventilations soient faites à 100%. Si après vous avez besoin d'affiner certaines sections MCO par la suite, ça sera toujours possible, mais dans votre premier dépôt, il doit être complet. Vous devez avoir tout complété, tout ventilé. Ça ne vous empêche pas d'affiner peut-être certaines ventilations MCO que nous, on ne va pas regarder en détail par la suite. Mais faites attention voilà, aux impacts que ça va avoir sur la part HAD si c'est des sections qui se déversent sur les différents champs. Et ça, ce sera un point important que je vous rappellerai à la prochaine webconférence, c'est que à chaque fois que vous renvoyez des données, eh bien, un certain nombre de changements vont impacter notamment les fichiers d'ATP. Et il faudra que ces fichiers d'ATP, ça soit la dernière version des fichiers d'ATP déposés qui soit commentée et qu'on va ajouter au rapport de supervision. Et souvent, on a des évolutions et ça veut dire qu'il va falloir reprendre le fichier d'ATP, lui remettre ses nouvelles valeurs et réactualiser éventuellement euh, les commentaires, puisque des lignes peuvent apparaître ou disparaître au fur et à mesure du dépôt. Donc voilà, c'est toute une, c'est un point important d'échange avec les superviseurs. Je fais plus une petite pause là dans la présentation pour vous redire ce qu'on avait dit à la réunion de lancement. Euh, c'est important de vous coordonner avec le superviseur sur vos dates prévisionnelles de dépôt de données, même si vous pouvez tout à fait avoir des imprévus et ensuite les décaler. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire, voilà, moi j'ai prévu de déposer à telle date. Ça permet que le superviseur s'organise pour pouvoir les contrôler relativement rapidement.
Et si vous cherchez à obtenir un dépôt anticipé qui déclenche une prime qualité, par exemple, pour un dépôt à mi-juin au lieu de la date du 30 juin, qui est la date exigée par la convention, eh bien, il faut prévoir un minimum de temps de contrôle. Si vous le déposez le 14, le superviseur va pas pouvoir, s'il a 10 établissements qui déposent le 14, contrôler pour le 15 et vous prévenir si votre dépôt est pas conforme à la première validation, par exemple. Et tout simplement, l'objectif, c'est d'avoir un calendrier que vous mettez à jour régulièrement en informant votre superviseur pour lui dire, j'ai prévu de déposer à telle date, le 12 juin, le 15 juin, le 30 juin. Ça va permettre que le superviseur s'organise pour analyser, vous faire un retour relativement rapidement pour que vous puissiez ensuite, derrière, analyser vos données faire évoluer vos données et ainsi de suite. Et de la même façon pour le dépôt final, qui est le 30 septembre ou le 15 septembre si vous cherchez à avoir la prime qualité de dépôt anticipé. Dans ce cas-là, de la même façon, il faut anticiper un minimum parce que sinon, le superviseur, s'il voit un certain nombre d'atypies qui nécessitent d'être corrigés, il va dévalider vos données et vous devrez redéposer quelque chose d'amélioré ou avec correction d'un certain nombre d'atypies et ça, potentiellement, ça vous fera dépasser soit la date de dépôt final anticipé, soit la date du 30 septembre, et donc la date limite exigée par la Convention. Donc c'est important d'avoir cette coordination euh, par rapport à ce que vous avez réalisé, et également, lorsque vous validez des données, d'envoyer un message au superviseur, tout simplement un email pour l'informer des éléments d'autocontrôle que vous avez réalisés et qui ne sont peut-être pas encore corrigés. Ça évite finalement de vous alerter sur des points que vous avez déjà vus. Tout simplement, vous allez dire, voilà, tel tableau, je sais que je dois encore travailler sur les taux de suivi de tel et tel tableau, c'est en cours. Voilà, donc expliciter à minima où vous en êtes du travail de l'ENC. Voilà, referme cette parenthèse sur un petit peu l'interaction avec les superviseurs et la meilleure façon d'avancer efficacement dans le suivi de l'ENC. On arrive donc, on parlait des coûts par passage, et je vous disais que nous, il nous semble que le coût horaire, le tableau d'après, le 8.2, euh, est, est un peu plus révélateur. En tout cas, il faut les analyser ensemble. En tout cas, c'est ça qu'il faut retenir. Euh, le dernier point d'attention, lorsque vous analysez ce tableau, c'est aussi d'analyser la répartition entre la section domicile et transport, voire éventuellement la section BCMSS si il y a eu dans ces intervenants du temps passé également en BCMSS. On a parlé notamment des temps de coordination, puisque si vous avez des évolutions particulières sur les affectations entre ces différentes sections, eh bien, ça va avoir un impact nécessairement sur le coût par passage, donc le coût au domicile du patient. Horaire, donc ça c'est ce dont je vous parlais, c'est assez probant comme contrôle puisque ça permet de se rendre compte si on a effectivement un coût horaire qui augmente ou qui diminue de façon très forte, nécessite d'être explicité. Alors, on va avoir notamment, si on prend le premier exemple ici, personnel intérimaire, sur cet exemple-là, on voit qu'on a un nombre d'heures très limité, 80 heures pour 1700 euros. On a un coût horaire de 21 euros et on voit que le coût horaire de l'année d'avant était de 85 euros. Donc là, ça va valoir le coup d'aller regarder sur l'année d'avant quel était le nombre d'heures et le montant parce qu'on peut avoir sur des petits nombres d'heures ou de petits montants des variations importantes qui sont réelles, mais qui sont, voilà, je dirais, anecdotiques par rapport à la qualité des données. Donc ça, c'est ou bien des erreurs, soit en année N, soit en N-1 qui le justifient. Si votre année N-1 avait un certain nombre d'atypies, avait des erreurs, vous allez dire là, on est revenu à la normale parce que on a un montant qui a fortement diminué par rapport au montant extrême de l'année d'avant.
Vous allez avoir aussi le coût horaire moyen de l'échantillon, même si on est conscient que notamment sur l'intérim, ça peut avoir des variations assez importantes en fonction des situations de chaque établissement. Mais de la même façon, on va essayer d'expliciter si le coût est particulièrement plus élevé que l'échantillon. On va voilà, avoir besoin de certaines explications de votre part. Donc, mêmes actions. On vérifie le nombre d'heures dans Arcane si c'est une problématique. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il fallait bien que le nombre d'heures d'Arcane corresponde au nombre d'heures d'Aramis. Donc ça, c'est le fameux tableau 2.2 dont je vous disais tout à l'heure qu'il faut que l'écart soit à zéro, pile. Et puis ensuite, on va avoir besoin de éventuellement vérifier que la répartition que l'on a faite entre temps au domicile, transport et BCMSS, voilà, est cohérente et correspond à la réalité et n'a pas induit une erreur ou un biais dans l'analyse. Alors, sommes-nous obligés de déposer tous les fichiers Aramis pour déposer des premiers tableaux de contrôle? Il me semble que oui. Marjorie, est-ce que... Oui, il me semble que oui aussi, parce que sinon vous ne pouvez pas transmettre sur la plateforme, en fait, ça bloquera si c'est un fichier Aramis obligatoire. Donc c'est au niveau du dépôt. Donc voilà, c'est tous les fichiers Aramis obligatoires doivent être transmis pour pouvoir déposer sur la plateforme. Ce qui n'empêche pas, en réalité, avant d'avoir tous ces éléments-là, vous allez avoir des fichiers de contrôle propres à Aramis quand vous allez intégrer les fichiers un à un d'Aramis dans Aramis. Vous allez avoir un certain nombre des rapports d'erreurs, d'ATP. Donc là, ça vous permet, pour que chaque euh, fichier euh, contrôler que chaque fichier d'Aramis est conforme. Donc ça peut, s'il manque des dates, s'il manque, il y a un certain nombre d'erreurs qui peuvent apparaître qui vous permettent de travailler vraiment chaque fichier Aramis indépendamment. Ensuite, dans Arcane, on a vu qu'il y a un onglet contrôle qui vous permet d'avoir un certain nombre de contrôles de base d'Arcane. Et ce que vous pouvez faire avant de tout passer sur la plateforme, c'est tout simplement dans les rapports d'Aramis, vous allez retrouver par exemple le nombre total d'heures. Vous allez avoir un certain nombre d'indicateurs où vous pouvez euh, euh, comparer pour voir le nombre d'heures que vous avez d'aides-soignants salariés par rapport à ce que vous avez en termes d'équivalent dans Arcane. Donc vous pouvez, je dirais, c'est plutôt une bonne pratique, même avant de tout mouliner et de tout envoyer, de vérifier à minima ce que vous avez recueilli dans Aramis en termes de volume horaire et donc d'équivalent ETP correspond à ce que vous avez ventilé en ETP dans Arcane. Donc en fait, c'est exactement le même travail que va faire les tableaux de contrôle, donc ça le simplifie. Mais je dirais que c'est la même chose aussi en cours d'année. Si vous êtes en train là de faire les recueils pour la campagne l'année prochaine qui portera sur les données 2024, on conseille vraiment que les établissements en cours d'année fassent un certain nombre de vérifications pour voir, par exemple, au niveau des ETP, si ce qui est en train d'être recueilli correspond au nombre d'ETP que vous avez voilà, dans la masse salariale, une fois qu'on a identifier la part transport et la part BCMSS. Bon. Donc, en tout cas, ça peut être un premier contrôle, je dirais, très global de, de voir les montants, les totaux d'Aramis par fichier et les montants que vous avez dans Arcane. Parce que d'ores et déjà, vous aurez des éléments déjà pour savoir si ça sera une préfiguration du tableau de contrôle des taux de suivi, hein, le 2.5 ou les autres. Donc ça, c'est quand même un point qui permet d'avoir un ordre de grandeur avant même de tout envoyer dans Aramis, parce qu'effectivement, c'est des éléments qu'il faut contrôler, je dirais, pour se donner une idée de la qualité des fichiers Aramis. Donc voilà pour cette question. On a vu donc les coûts horaires des intervenants suivis en minutes. Euh, donc d'où viennent les données, hein, c'est-à-dire si vous devez faire des corrections, vous allez voir que vous avez dans l'onglet 1DA
le nombre de minutes de passage ici qui vont être utilisés dans les tableaux de coût horaire ou de coût passage, comme une des variables utilisées. L'autre variable, ça va être ici la masse salariale des soignants pour la part intervenant, hein, puisque vous voyez la part transport qui est à côté. Et donc, on va tout simplement rapporter ce montant de masse salariale à ce nombre de minutes euh, pour converti en heures pour le coût horaire ou à ce nombre de passages. Donc vous voyez que par exemple ici, sur le personnel soignant salarié, dans cet exemple-là, les aides-soignants sont ventilés sur trois sections. On a ventilé une partie 3 452 000 dans la section aides-soignants salariés pour la part domicile, 234 768 pour la part transport et 453 678 pour les temps de coordination. Et c'est cette partie-là, la part domicile, qui va être utilisée pour le coût horaire ou coût par passage. Donc on voit bien qu'en fonction de la ventilation sur ces trois sections du total de la masse salariale soignant va impacter ces coûts. Donc voilà où agir pour faire évoluer euh, ces, euh, ces tableaux de contrôle si besoin. On a ensuite en tableau 8.3 la distribution des minutes dans le fichier Aramis par SA intervenant. Donc ici, ça permet de voir finalement quel est le temps passé par ligne Aramis. Donc euh, par exemple, là on voit que le temps minimum c'est 10 minutes, donc le temps moyen c'est 47 minutes pour les infirmiers salariés, donc ça va vous donner un certain nombre, et le maximum c'est 330. Donc là effectivement, quand on a des valeurs extrêmes, on va devoir se poser la question, est-ce que c'est réaliste est-ce qu'effectivement sur un recueil, une ligne Aramis, on peut avoir 330 minutes d'un intervenant, ou est-ce qu'il y avait deux intervenants, ce qui permet d'expliquer peut-être ce temps-là, ou est-ce que le patient était particulièrement lourd, voilà. Bon, donc on va avoir besoin ici d'explications pour comprendre si on est sur des recueils qui n'ont pas d'erreur et qui sont conformes à la réalité. Euh, on va pouvoir voir aussi si dans certains cas vous avez euh, des intervenants qui n'ont pas été minutés et que vous avez appliqué un temps standard, hein, ce qui n'est pas conforme à la méthodologie, mais vous pourriez avoir un type d'intervenant extrêmement ponctuel et vous avez fait une estimation. Donc dans ce cas-là, il faut nous en informer puisqu'on devra le noter dans le rapport. Mais ça vous permet quand même de faire une répartition même si elle n'est pas très précise et qu'elle est avec un temps standard, de ces charges sur les séjours concernés. Et en l'occurrence, c'est toujours mieux que de ne rien affecter si on peut identifier les séjours concernés. Donc dans ces cas-là, on verrait le même montant, minimum, moyenne, médiane, maxi, puisque vous allez affecter la même chose pour tous les passages. Donc ça, c'est ce qu'on peut contrôler avec ce tableau 8.3. On arrive ensuite sur les intervenants suivis en montant. Donc on va avoir aussi une série euh, de contrôles pour ces intervenants suivis au montant. Donc ici, on va avoir, si on prend l'exemple par exemple des infirmiers libéraux, on a un montant transmis dans Aramis de 4 933 000. On a 129 000 passages. Et donc on va avoir, on voit qu'on n'a pas de ligne sans date. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, c'est ce qu'on cherche à avoir. On a un coût par passage qui est de 38 euros. Et on voit que le coût par passage de l'année d'avant, dans cet exemple fictif, hein, était de 12 euros. Et donc ça nous interpelle puisqu'on a une augmentation de 208% et que l'écart par rapport au coût moyen de l'échantillon est de 37%. Donc on va avoir en jaune les atypies lorsque le coût par passage par rapport à l'échantillon s'écarte de plus de 50%, ou lorsque l'évolution est de plus de 30% par rapport à l'année d'avant. Donc dans ce cas-là, on va vérifier à nouveau si le nombre de passages est bon, c'est-à-dire est-ce qu'on a un bon taux de suivi dans le tableau 2.6 entre Aramis dans le taux de suivi d'Aramis.
Si on n'a pas eu un bon taux de suivi, ça veut dire il nous a manqué un certain nombre de passages et que probablement, effectivement, on va avoir un coût par passage qui va être augmenté puisque on aura les coûts, mais on n'aura pas les passages qui n'auront pas été dans les recueils Aramis. Donc ensuite, on est toujours sur la même logique aussi de vérifier la répartition entre la part de la facture pour ces intervenants en montant entre la part domicile et la part transport, voire coordination, même si c'est plutôt un peu plus rare sur les intervenants suivis en montant. Euh, ça, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'établissements avec des atypies où ils n'arrivent pas à identifier la part transport sur la facture puisqu'elle n'est pas isolée et donc ça peut générer effectivement une atypie. En général, ça fait partie des recommandations de l'année suivante d'essayer d'obtenir de l'intervenant d'isoler la part transport. On va aussi essayer de comprendre avec ce tableau si on n'a pas une atypie de recueil qu'on appelle dégradé, c'est-à-dire une ligne Aramis qui ne correspondrait pas à un seul passage, mais en fait à un nombre de passages cumulés, et auquel cas on verra dans le tableau 9.4, il faut déclarer le nombre de passages différents si sur une ligne Aramis on met plus d'un seul passage. Donc ça, c'est vraiment un tableau de contrôle important pour vérifier la pertinence euh, des montants transmis à Aramis pour les patients euh, qui interviennent au domicile. Parce qu'on pourrait tout à fait avoir un bon taux de suivi, mais on a réparti les montants Aramis sur un nombre sur un nombre de passages inférieur à la réalité. En l'occurrence, on le verrait rapidement ici. Donc voilà, le rappel, c'est d'aller voir le tableau 2.6 du taux de suivi. Et effectivement, si là on a un taux de suivi ici, là, il est bon à 94%, mais s'il était assez faible, eh bien il nous manquerait des passages et donc on aurait sur le tableau d'avant potentiellement des coûts beaucoup plus élevés. Et ici, on va pouvoir voir aussi la part soins et la part transport qui peut impacter ces coûts par passage des intervenants suivis en montant. Donc, toujours dans ces intervenants suivis en montant, on va avoir le contrôle des dates. Est-ce qu'il y a des dates présentes pour chacune des lignes? Donc ça, c'est effectivement, on doit le justifier si on n'a pas de date présente dans ces lignes Aramis. Et ensuite, on va retrouver un tableau similaire à celui des intervenants suivis en minutes, ou à celui des charges plutôt au domicile, avec le minimum des lignes Aramis qui ont été renseignées, euh, montant minimum hors indemnité de déplacement, la moyenne et le maximum. Donc là, si on a un montant particulièrement important, ça va nous alerter. On faudra comprendre si justement ce montant correspond bien à un seul passage et s'il est réaliste, voilà, que ce montant corresponde à un seul passage. De la même façon, s'il y a des montants extrêmement faibles, on a besoin de comprendre si ces montants sont réalistes et à quoi ils correspondent avec peut-être un exemple pour que l'on puisse noter dans le rapport à quoi correspondent soit un minimum, soit un maximum et est-ce que ça correspond bien à un seul passage. Là, on voit un exemple dans le 9.4 du nombre de passages par ligne et donc d'un recueil potentiellement dégradé. Donc là, c'est un exemple qui ne s'affiche que si vous avez renseigné dans Aramis un nombre de passages supérieur à un ou 0, un ou vide. Là, sur cette ligne, c'est ce qu'on attend. Donc pour la plupart du temps, vous n'aurez que cette ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas de recueil dégradé. Par contre, là, dans cet exemple, on a un certain nombre de lignes qui ont eu des lignes avec 5 passages identifiés. Et l'ensemble de ces lignes avec 5 passages correspond à 3500 lignes. Voilà, donc là, ça nous permet de voir euh, ce recueil dégradé, c'est-à-dire des montants
qui correspondent à plusieurs passages et donc qui potentiellement sont pas identifiés exactement date par date de façon la plus précise. Donc ça, c'est autorisé, c'est admis pour les aides à la vie, mais sur les autres métiers, si ça existe, eh bien, ça devra être, ça devra faire l'objet d'une correction, si c'est pas sur l'année concernée, pour la campagne suivante. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tenter euh, de réduire, puisque c'est pas ce recueil dégradé n'est pas attendu dans la charte qualité, dans la convention, dans les règles de l'ENC. On arrive sur les séjours ou séquences atypiques. Alors là, on est sur un premier contrôle très important puisqu'il correspond à un contrôle de la charte qualité, qui sont les séjours et les séquences sans passage d'intervenant. Donc ça, c'est sûr que on imagine bien que par rapport à la pertinence d'un séjour en HAD, on doit avoir des passages d'intervenants. Donc là, on va rechercher des séjours qui n'auraient pas de passage d'intervenant, qui potentiellement seraient un peu les trous dans la raquette, c'est-à-dire on n'aurait pas affecté de passage, donc de temps, minutes ou de montant d'intervenants sur ces séjours ou ces séquences. Alors quand c'est sur le séjour en entier, ça pose particulièrement une question, hein, puisque là, si je prends cet exemple fictif, j'ai 897 séjours sur 4789, 19%, qui n'ont pas de temps de passage intervenant. Donc ça paraît relativement rare. En principe, on doit avoir des passages d'intervenants et donc on a besoin de comprendre si là on n'a pas une erreur de recueil qui doit être corrigée. Donc on a ajouté ici sur la droite ces différentes colonnes pour essayer de qualifier ces séjours sans passage d'intervenant. Donc notamment, on cherche la part de ces séjours qui font moins de 48 heures, parce qu'effectivement, si on a un séjour très long qui n'a aucun passage d'intervenant, là, ça paraît complètement atypique. Maintenant, si on a un séjour très court, bon, euh, on peut peut-être, en tout cas, ça peut donner une explication. Ça permet de qualifier quelque part l'importance de l'atypie et du biais que ça engendre sur les données de l'établissement. Quelle est la durée moyenne totale des séjours qui sont concernés alors, sans passage d'intervenant, on voit que là c'est 1,3 jours par rapport à 13,6 en moyenne. Donc on voit là encore qu'on est sur un nombre de séjours qui est très court. Et on voit aussi la répartition, finalement, les modes de sortie de ces séjours sans passage d'intervenant. Plus on a un retour, on va dire, d'essai inopiné, enfin, d'essai à un mode de sortie qui n'était pas prévu, et plus on peut imaginer que voilà, il y a eu une problématique euh, qui est peut-être explicable. Donc en tout cas, ça c'est pour essayer de qualifier ces séjours sans passage d'intervenant, mais ce qui vous est demandé, c'est de nous fournir les explications le plus détaillées possible. La plupart du temps, vous allez avoir beaucoup moins de séjours que sur cet exemple fictif, hein. Donc, et ce que vous pourrez faire, c'est aller dans Visual ENC, donc c'est un des logiciels que vous pouvez installer, et vous allez pouvoir retrouver dans Visual ENC la liste des séjours concernés par le tableau 10.1a, et il vous suffira après d'aller dans votre dossier patient, dans votre système d'information, pour retrouver sur ces séjours les explications et vérifier si réellement il n'y a pas eu de passage intervenant. Soit il y en a eu, et dans ce cas-là, il faut améliorer votre recueil Aramis des passages d'intervenants. Soit il n'y en a pas eu, et dans ce cas-là, vous allez nous donner des exemples d'explications pour nous expliquer les situations dans lesquelles vous n'avez pas eu de passage d'intervenant. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste, parce que même s'il y a un taux de charte qualité qui est de 90%, euh, on s'attend la plupart du temps à avoir un taux bien supérieur, donc probablement 95%. Enfin, c'est-à-dire que même si vous avez 9% ou 9,9%
Bien sûr, ça atteint le taux de charte qualité, mais pour nous, ça posera quand même une vraie question et on aura besoin d'explications. Ça voilà, c'est pas parce que vous êtes en dessous des 10% que ça vous exonère d'explications. En fait, tout séjour, je dirais à partir de 1% quasiment, devra être explicité et détaillé pour comprendre euh, quelle est la typologie de prise en charge qui a induit cette absence de passage d'intervenant. Vous avez le détail après avec le tableau B en dessous qui vous donne le GHPC concerné. Ce qui permet de voir, par exemple ici, qu'il s'agit de traitement intraveineux. Donc on comprend que c'est des séjours très courts. Alors s'il y a eu traitement intraveineux, comment ça se fait qu'on n'ait pas le passage d'intervenant? Bon, ça pose question, mais on voit qu'on est sur voilà, des durées de séquences qui sont assez courtes. Bon, donc ça vient documenter un petit peu plus l'explication, puisque dans certaines prises en charge, on peut s'attendre effectivement exceptionnellement à pas avoir de passage d'intervenant quotidien. Mais là, en l'occurrence, ça ne vous exonère pas d'aller vérifier sur ces séjours dans Visual ENC pour ensuite soit corriger les fichiers 5 ou 6 d'Aramis, euh, soit on a eu dans certains cas, l'établissement n'a pas reçu les factures de l'intervenant, donc en fait ça n'a pas pu être affecté sur ces séjours. Mais auquel cas, si on est en attente de ces factures et qu'on sait qu'il y a eu l'intervenant, ben on va peut-être malgré tout, si on l'a approvisionné, pouvoir renseigner ce montant attendu. Donc, c'est soit corriger des recueils ou des requêtes informatiques selon votre méthode pour renseigner les fichiers 5 et 6 d'Aramis, soit expliquer les situations dans lesquelles se produisent cette absence de passage d'intervenant. Voilà, on passe du temps sur ce point-là, mais c'est vraiment un point essentiel parce que ce qu'on reçoit comme consigne, c'est qu'effectivement, c'est pas une situation qui doit être fréquente de ne pas avoir de passage d'intervenant en HAD. On va avoir ensuite d'autres tableaux de contrôle, donc qui sont peut-être un peu moins, qu'on va un peu, qui vont pour nous avoir un peu moins d'importance, mais qu'on va quand même regarder. Ceux qui ont plus de 6 passages par jour pour au moins un intervenant, donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on va creuser pour essayer de comprendre si on n'a pas une erreur ou si réellement c'était l'intensité de ces passages était nécessaire, avec peut-être des passages en binôme, voilà, donc qui vont pouvoir expliquer le nombre de séquences concernées, le taux de ces situations avec un ICA, par exemple, inférieur à 60, qui serait des patients plus lourds, où on peut imaginer qu'on a plus de taux, alors que si on a un ICA de plus de 60, des patients plutôt légers, bon, ça devrait rester encore plus anecdotique. Et avec euh, des, euh, euh, le détail des GHPC concernés. On va avoir aussi les journées avec plus de 6 heures de soins d'intervenants suivis en minutes. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu similaire aussi, sur une intensité particulièrement lourde. Et on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de juger de juger si ces séquences avec des temps très significatifs euh, sont pertinents. Donc, on va avoir notamment le taux de journée mono-intervenant qui va nous permettre de comprendre si c'est des journées, si c'est le même intervenant qui est passé plusieurs fois. Donc là, c'est toujours la même chose. On retourne sur Visual ENC. En général, vous allez avoir un nombre assez limité de séquences concernées et ça va vous permettre de vérifier et de nous expliquer dans quel cas se produisent ces, ces journées avec plus de 6 heures de soins. Donc là, on a fini cette partie sur la rubrique 3 qui concerne les, le contrôle, on va dire, des fichiers Aramis par rapport en détail pour juger de la qualité des recueils. On arrive ensuite sur les coûts des sections, hein, donc là, on est sur les fonctions support aux activités HAD.
On va avoir les différentes sections BCMSS, hein, donc de bilan, de coordination médicale et sociale des soins, euh, qui vont se subdiviser entre médecins, infirmiers, coordinateurs, charge pour les d'intervenants habituellement au domicile, mais pour les temps de coordination. Ensuite, assistante sociale et personnel autre. On va avoir aussi la continuité des soins et la logistique dédiée aux patients. Donc là, on va avoir les montants arcanes, on va avoir tout simplement une division par rapport au nombre de jours réalisés, de journées réalisées HAD, et ça va nous donner donc un coût de cette section, de ces fonctions support à la journée. On va pouvoir comparer à l'année précédente, à N-1, et au coût moyen de l'échantillon. Donc par rapport au coût moyen de l'échantillon, tout dépend aussi du type d'organisation. Donc un établissement qui fait appel à beaucoup de personnel salarié aura mécaniquement une part de temps de coordination qui va être plus importante qu'un établissement, par exemple, qui ferait appel qu'à des intervenants libéraux, et auquel cas, évidemment, son coût par jour des temps de coordination sera probablement bien supérieur à celui de l'échantillon. Bon, donc après, on a aussi des effets de taille. Une structure très grosse aura probablement un ratio de médecins infirmiers co qui va diminuer puisqu'il va, on va dire, étaler sa charge avec un certain effet d'échelle. Donc ça, disons que la répartition ici, elle dépend vraiment de la taille, de la typologie, de l'organisation, du type d'intervenants qui sont le plus fréquemment utilisés dans la structure. On vous rappelle deux consignes vraiment importantes pour que on ait des comparaisons le plus fiables possible, hein, qui sont dans les consignes de l'ENC. Les secrétaires médicales, elles sont affectées en BCMSS personnel autre, ici. Et les infirmiers de liaison, infirmières de liaison, elles sont par convention en médecin infirmier coordonnateur. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vérifier si les ventilations que vous avez faites sur BCMSS, s'il y a des variations très importantes d'une année sur l'autre, on va avoir besoin de comprendre. Là, si par exemple, vous êtes passé de 568 000 à 834 000 de parts de masse salariale pour la coordination, on va avoir besoin de comprendre est-ce que finalement, ce coût à la journée, si le coût à la journée, il augmente fortement, même si vous avez une augmentation d'activité, votre personnel a probablement augmenté dans la même proportion. On a besoin de comprendre pourquoi on a plus de temps BCMSS. On ne veut pas que ces charges de BCMSS soient la variable d'ajustement pour atteindre des taux de suivi, si vous voyez ce que je veux dire. On voit bien que plus on met, si on a des taux de suivi un peu inefficients, plus on va affecter des charges dans les temps de coordination, plus on va améliorer son taux de suivi. Donc ça paraît, voilà, on a besoin de comprendre votre méthode pour définir les temps de coordination et de s'assurer que ça paraît cohérent. Donc moi, je vous suggère aussi quelque chose que l'on regarde de temps en temps, c'est tout simplement de regarder ici la masse qui est ventilée en coordination par intervenant, par exemple pour les aides-soignantes, pour les infirmières salariées, par rapport au temps consacré au domicile ou au transport. Et donc, comme on vous l'a montré tout à l'heure sur un exemple, si on voit qu'on a une très grande partie du temps qui est en coordination, ça paraît étonnant. Et donc, on aura besoin d'explications. Donc ça, en tout cas, on va le voir ici sur l'évolution NN-1 et également sur l'évolution par rapport à l'échantillon, même si on peut avoir des organisations qui font que la variation par rapport à l'échantillon peut être parfois assez importante. Donc ça, vraiment un point important. De la même façon, on va surveiller les structures qui vont mettre beaucoup de charges en BCMSS et également ceux qui ne vont pas en mettre du tout. Si vous avez des salariés, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de temps non productifs, entre guillemets, qui ne peuvent pas être consacrés au domicile du patient par rapport à des briefings, des formations, un certain nombre voilà, de temps. Et donc, si on a ici un montant extrêmement faible, alors qu'on a des intervenants salariés au domicile, de la même façon, ça pose question.
Le coût transport des intervenants, donc là, c'est une autre façon d'analyser la part transport, hein, finalement. Ici, ce qu'on va regarder, c'est en prenant la part qui a été affectée au transport et le nombre et nombre de passages réalisés, quel est le coût transport pour les intervenants suivis en minutes. Et là, on va pouvoir le comparer par rapport à N-1 ou à l'échantillon. Et de la même façon, on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que cette part transport, elle paraît justifiée? Est-ce que si elle a évolué de façon importante d'une année à l'autre, à quoi, quelle peut en être la raison? Comment l'expliquer? Et de la même façon, si on a un coût de transport très élevé sur des lignes avec des montants très faibles, bon, c'est des choses sur lesquelles vous allez me donner une explication, mais on est toujours dans la logique de prioriser des données qui ont un impact significatif, hein. Donc là, sur la première ligne, infirmier intérimaire, il y a 35 passages. Si vous avez une atypie, bon, on va effectivement demander l'explication, mais on va être d'autant plus vigilant que le montant est significatif, parce que si le montant est significatif, il va avoir un impact sur les données au final qui va être plus important. Donc garder cette notion quand même d'ordre de grandeur, est-ce que le montant est significatif? Ça n'empêche pas qu'on va demander, euh, on va donner l'explication, mais on pourra expliquer aussi que on est sur un montant de 200 euros et que on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement euh, comparable à une moyenne sur des volumes de passage beaucoup plus importants. On arrive ensuite sur les fonctions logistiques et de structure. Donc là, on va être à nouveau sur des coûts unitaires par jour, des sections administratifs, accueil et gestion des malades, DSI, services hôteliers, etc. Donc là, on va être c'est des éléments sur lesquels on va vous demander des justifications si besoin. On n'est pas sur les tableaux les plus prioritaires. Et le tableau 13 des immobilisations également, avec un certain nombre de contrôles, mais là encore, c'est pas je crois que les contrôles sont assez explicites, et c'est pas des sujets sur lesquels, qui reviennent très souvent dans les contrôles que l'on a. Voilà. Euh, je vous laisse la parole si vous avez des questions.